Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Ramayad, ancienne secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères et des droits de l'homme. Abdelkarim Yacoub Koundongoumi, membre du pacte Le Projet pour une alternance crédible au Tchad. L'éditorialiste Djebal Taleb sont toujours avec nous. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la lutte contre les préjugés dont sont victimes les personnes atteintes d'albinisme. Et les personnes donc atteintes d'albinisme sont encore aujourd'hui victimes de préjugés. Tanzanie, République démocratique du Congo, Cameroun et dans bien d'autres pays du continent, ces personnes sont régulièrement victimes de violences nourries par les croyances et les superstitions. Face à la gravité de la situation, certains s'engagent dans la lutte contre ces préjugés, un engagement notamment à travers la photographie. Illustration au Cameroun dans ce sujet de Sharon Kamara. Mettre en valeur l'albinisme et ainsi lutter contre les discriminations envers les albinos. Tel est l'objectif de l'exposition du photographe Alain Ngane. L'artiste a exposé ses œuvres dans le cadre du OFF du Salon urbain de Douala 2017. Je pense que ce sont des personnes qui sont très belles, qui ont une âme encore plus belle que les autres. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à donner et c'était important de les mettre en lumière. Et j'ai essayé donc à travers ces photos de mettre en avant en fait cette sensibilité, leur âme, leur humanité en fait. Alain Ngane, photographe de mode de profession, expose ses photographies dans la galerie d'art MAM située à Douala. Fondée il y a 21 ans par la femme d'affaires franco-camerounaise Marem Malong, il s'agit d'un espace visant à promouvoir les arts plastiques et à encourager la création contemporaine en Afrique. C'est une démarche pleine de sensibilité. Il les a photographiés avec amour, il n'y a aucun voyeurisme. Il a photographié ces personnes, c'est pour ça que le titre de l'expo c'est UN, donc l'unité comme des êtres humains. Discriminés et même victimes de violences à cause de leur couleur de peau. Tout comme Alain Ngane, de nombreuses personnalités et activistes œuvrent sur le continent pour faire changer les mentalités. Au mois de juin. Mais les autres... Alors les violences contre les personnes atteintes d'albinisme s'apparentent dans bien des pays à une véritable chasse à l'homme. En Tanzanie par exemple, on parle d'une centaine de meurtres quand même depuis 2014 selon les ONG. Des initiatives de ce genre comme celle de ce photographe camerounais, c'est important pour mettre véritablement le curseur sur le vécu, sur le dur quotidien aussi de ces personnes. Oui, d'abord je salue cette initiative qu'il faut encourager et multiplier parce que ces photographes qui peuvent porter justement l'image et la voix de ces frères et sœurs africains ou même à travers le monde qui sont pratiquement discriminés, exclus, persécutés et aussi plein de superstitions sur leur existence même, pourquoi ils sont là, parfois considérés dans certaines sociétés africaines comme maléfiques ou personnes qui se permettent aussi de les assassiner pour des sorcelleries ou d'autres choses. Je crois que l'Afrique et nos dirigeants africains doivent vraiment prendre à corps le bras ces problèmes et aussi insuffler des politiques mais vraiment dynamiques, de prévention déjà, parce qu'il manque de politiques de prévention, de protection. Parce que ça ne sert à rien de constater, mais il faut protéger ces personnes. Il faut mettre en place une politique de protection, une politique de prévention à ces atteintes, à leur intégrité et à leur sécurité et à leur vie. Et aussi, il faut que nos dirigeants puissent s'impliquer davantage auprès de nos chefs traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, les seuls personnes qui sont profondément écoutées ou respectées au-delà des hommes politiques, c'est vraiment les chefs traditionnels. Aujourd'hui, si les chefs traditionnels s'y mettent vraiment et prennent le devant dans la sensibilisation de nos concitoyens sur la nécessité de pouvoir mettre un autre regard sur ces personnes qui sont plus ou moins malades,
C'est une maladie, l'être albinos, c'est tout. C'est comme tous les autres malades. Donc je crois qu'on a besoin de cette sensibilisation. C'est bien, le photographe l'a fait, mais au village, tout le monde ne va pas à des expos de photos. Mais il faut aller beaucoup plus dans les villages, parce que là où se passe, c'est justement dans les endroits, isolés, reculés, où les gens n'ont pas accès à ce genre d'informations. Donc, on peut mettre des politiques publiques de protection, de prévention et de prise en charge de ces personnes atteintes de l'albinisme et victimes des pratiques ou de violences des autres personnes. Il faut qu'on ait une implication globale pour pouvoir résoudre ces problèmes, parce que c'est vraiment une tâche sur l'image de l'Afrique. Ramayad, il y a une grande méconnaissance de manière générale sur cette maladie, et c'est cela aussi peut-être qui favorise ces violences. Oui, tout à fait. J'avais eu l'occasion, il y a quelques années de cela, de me rendre au Burundi, à la maison des albinos dans la province de Ruyigi, pour justement aller à la rencontre des albinos qui étaient recueillis dans cette maison spéciale et de ceux qui les protégeaient. Et quelques jours avant même d'arriver dans cette province, et dans cette maison des albinos, une dizaine d'entre eux avaient été agressés. Un enfant de 3 ans avait été assassiné. Et sur place, il y avait une jeune burundaise albinos qui m'avait dit que dans la rue, on l'interpellait, certains l'interpellaient en disant « toi, tu vaux de l'or ». Il faut savoir que le trafic lié aux albinos va au-delà de simples préjugés. Il s'agit vraiment d'un sort tragique avec un trafic sanglant où les corps sont mutilés, sont dépecés avec l'extraction de certains organes, y compris des organes sexuels. Et c'est une situation qui appelle effectivement 2 choses. De la prévention, c'est vrai, auprès de ceux qui diffusent ces croyances-là ou ceux qui sont tentés d'y céder. Et puis, de l'autre côté aussi, de la répression. La répression parce qu'il y a des trafiquants de personnes albinos. Et enfin, un troisième problème dont on ne parle pas assez, c'est leur prise en charge. Parce que l'albinos qui fuit, qu'est-ce qu'il devient ? C'est un homme en fuite ou une femme en fuite en permanence. Et donc, ces maisons des albinos, ce qui serait bien, ce serait de répertorier, de recenser les albinos dans les chefs-lieux afin qu'on puisse les identifier pour apporter les mesures de protection nécessaires et d'autre part qu'ils puissent aussi travailler, parce que lorsqu'ils sont confinés dans ces maisons, même si c'est pour les protéger, le problème c'est que c'est l'oisiveté, ils ne peuvent pas travailler sous le soleil. Enfin, moi j'ai vu des scènes vraiment très très difficiles, sans chapeau, sans lunettes, développant des cellules cancéreuses sur la peau. Je veux dire, même les moyens pour ces maisons-là d'accueil sont largement insuffisants. Donc il y a un véritable, un sort tragique d'une population qui est africaine et qui doit être protégée en tant que citoyen, comme n'importe quel citoyen. Alors, vous évoquez justement l'une des problématiques qui concernent les albinos, c'est donc ces cancers de la peau qui se développent assez souvent, mais aussi des problèmes de vue assez graves pour beaucoup. Finalement, cette question des discriminations occulte en quelque sorte cette prise en charge nécessaire pour ces personnes-là. Oui, c'est à la fois un problème de santé individuelle, parce qu'une personne albinos a ces problèmes que je décrivais tout à l'heure, un problème de sécurité, parce qu'ils sont exposés à la réaction populaire de certains, un problème économique d'emploi, parce qu'il y a une impossibilité de s'insérer sur le plan professionnel, et puis un problème, je ne sais pas comment dire, religieux, spirituel, je ne sais pas, en tout cas tout ce qui tourne autour de ces croyances-là. Et donc, de fait, il y a besoin peut-être aussi d'ambassadeurs, de personnalités albinos à qui on donne la parole pour porter cette voix-là. Et puis surtout, c'est du devoir le plus élémentaire des gouvernements, ne pas laisser cela aux ONG simplement, qui ne cessent de faire des propositions là-dessus, mais qui ne sont pas forcément écoutées. Je veux dire, quand on voit des ONG dans l'Afrique des Grands Lacs qui proposent des chapeaux des soleils, franchement, c'est pas cher, c'est pas quelque chose... On n'est pas en train de parler d'armement nucléaire, là, et voir que même ça, c'est impossible. Alors, lutter contre les trafiquants,
on a l'impression qu'on demande l'impossible. Djemal Taleb. Je n'ai pas d'avis particulier à donner sur la question pour des raisons tout simplement de compétences, mais enfin l'essentiel a été dit par les deux débatteurs. On oublie très souvent que c'est une maladie. Ce que vous avez dit est juste à propos d'une personne ressource qui porterait ce problème. Je crois que le chanteur Salif Keita le fait déjà pas trop mal. Ce qui est déplorable sur le continent, c'est que les gouvernements très souvent considèrent que c'est un sujet tabou et la discussion, le débat public n'est pas beaucoup fait là-dessus. Cela démontre aussi, malheureusement, la difficulté qu'on a pour accepter les différences. Et ça, c'est un vrai problème. Enfin, c'est tout ce que j'ai à dire parce que malheureusement, j'ai une connaissance assez limitée sur ces sujets-là. Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut justement faire le travail des ONG, comme Madame la ministre a dit, c'est que les ONG, ils ont fait un véritable travail, ils ont produit des rapports, ils ont informé de ce qui s'est passé, mais ce n'est pas aux ONG de faire le travail de l'État. En fait, c'est ça le problème. Les ONG ont tout montré, ils ont fait des rapports, ils ont identifié le problème, les solutions. Mais maintenant, que font nos États? La question, c'est que tant qu'il n'y a pas une implication, une politique, mais vraiment bien définie et impulsée, portée par des leaders ou des porteurs de voix, Salif Keita l'a fait, a fait des concerts, s'est mobilisé, mais finalement, il se retrouvait tout seul à faire comme si c'était, comme il était albinos, c'était le problème des albinos. Alors c'est le problème de tous. De tous. En fait, le ça problème, peut arriver dans n'importe quelle famille. Voilà, exactement. Maintenant, la question, c'est de dire qu'il faut maintenant, non seulement avoir une personne de porte-voix, mais il faut aussi mettre des albinos dans le gouvernement, mettre des albinos dans la vie sociétale, les mettre en valeur. Et que les médecins aussi s'expriment pour dire, voilà, exactement. Pour, comment dire, démasquer tous ceux qui diffusent des fausses nouvelles ou des théories scandaleuses. On se retrouve dans un processus de déconstruction des mentalités qui a des centaines d'années, peut-être, je ne sais pas, mais c'est un travail large à faire, parce que déconstruire cette façon de voir l'autre, parce qu'il est juste différent, donc on s'est fait tellement des superstitions, des idées reçues. Donc du coup, finalement, il faut aussi, moi je crois que les gens qui ont cette façon de voir ces albinos sont aussi des victimes qu'il faut traiter parce qu'ils portent un regard qui est vraiment faux. C'est aussi géographiquement ancré, hein. C'est-à-dire que c'est pas dans toute l'Afrique. Oui, c'est ça. Je disais que moi, au Tchad, par exemple, on n'a pas vu trop ça. C'est en Afrique centrale, non? Non, c'est plus en Afrique de l'Est, la région des Grands Lacs. Voilà, des Grands Lacs. Le Burundi, par exemple, n'était pas touché par ce phénomène et ça a été, c'est venu de la Tanzanie, d'autres pays. Donc, ce qui fait que, moi, j'ai vu quand le photographe camerounais le fait au Cameroun, pour moi, à un moment donné, j'ai dit, ah bon, est-ce qu'il y a des problèmes comme ça au Cameroun, donc au Tchad, en Afrique centrale, parce qu'on n'entend pas parler où c'est extrêmement rare. Et c'est vraiment assez ancré. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même une marginalisation. Si, une marginalisation, mais on n'est pas allé jusqu'à mutiler les corps, les assassiner ou essayer d'utiliser le corps de l'albinos comme source de pouvoir ou dans des trucs mystiques. Mais c'est allé très loin en Afrique de l'Est, mais hyper loin qu'il fallait combattre. Donc c'est pour ça que je disais que qu'ils soient touchés en Afrique de l'Est, du Nord ou du Sud, finalement, si on prend comme une cause continentale et que nos leaders qui sont visibles, qui portent la voix du peuple africain puissent en saisir, je crois qu'il y a vraiment du travail à faire. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est l'urgence de la situation. Alors l'urgence de la situation, parce que c'est urgent. Parce qu'il y a des albinos qui sont en train de mourir, il y a des albinos qui sont en train de souffrir, il y en a qui sont marginalisés. Donc on est vraiment dans l'urgence. On n'est plus dans une politique à long terme ou au moyen terme. Il faut une politique immédiate, tout de suite et maintenant. Donc, Madame la ministre l'a dit, les ONG ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont distribué des chapeaux et des lunettes, mais ça, c'est juste mettre un sparadrap sur une plaie grandement ouverte. Donc, du coup, finalement, pour essayer d'endiguer cela, il faut vraiment une implication. Même peut-être Madame la ministre pourra aussi être une des personnalités qui portera la voix, par exemple. Ça pourrait apporter beaucoup de choses. Comme nous tous, nous sommes invités à réagir à un fléau qui, comme vous l'avez justement dit, ne concerne pas que les albinos, mais interroge l'humanité entière. Exactement. Je veux dire, il y a une dimension universelle dans cela. Et moi, je continue à plaider encore pour les droits humains. C'est-à-dire que les droits humains, ce n'est pas les droits des humains occidentaux, c'est les droits humains, y compris les Africains. Et qu'on arrête de les considérer systématiquement comme des gens qui doivent souffrir plus que d'autres. Et physiquement, et les femmes, et les enfants, et les guerres, c'est pas grave, ça fait 30 ans que ça dure dans certains pays, mais on fait comme si on s'était habitué. Non, il ne faut jamais s'habituer à tout ce qui est une entrave à la dignité humaine. C'est un continent qui
qui a été saigné par la traite pendant des siècles. C'est un continent qui a subi le travail forcé, la colonisation. Et quoi? Il faudrait donc maintenant s'habituer à ce que le corps du Noir et le corps de l'Africain soient un corps souffrant? Non, c'est hors de question. Il ne faut jamais se résigner à cela parce que la dignité humaine, c'est ce qui fait le respect de soi, mais c'est ce qui fait aussi le respect par rapport au reste du monde. Et sinon, les autres aussi vont en profiter pour commettre des actes barbares sans qu'on ne puisse rien dire. Donc c'est pour ça que je crois très important le sujet des albinos. La dignité humaine portée par des Africains d'abord, comme ça les autres nous respecteront. C'est quoi qu'il faut qu'on porte nous-mêmes cette défense de la dignité humaine, des droits justement, afin que les autres, et d'en imposer aussi, parce que comme Madame la ministre l'a dit, c'est vraiment des droits de l'homme à géométrie hyper variable. Abdelkarim, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes donc membre du pacte, le projet pour une alternance crédible au Tchad. Un grand merci à vous également, Ramayad. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes ancienne secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme. Djemal Taleb, merci. Merci Zahra et merci à ceux qui nous ont regardés. C'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en janvier. Merci.